Bonsoir à toutes et tous. Et je suis très content d'être là ce soir. D'abord, je suis un peu en terre locale parce que moi j'ai grandi à Mont-Saint-Barreul et Villeneuve-d'Ascq, donc ça fait du bien de revenir dans le Nord. Parce que c'est quand même là où généralement vous retrouvez beaucoup de repères sur l'humanité et la vie dans la diversité. Et par les temps qui courent, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc la Terre du Nord est aussi celle-là. Et avant de rentrer pleinement dans la table ronde avec des gens brillants, techniques, pointus, qui vont vous expliquer plein de choses sur des questions sur lesquelles je ne comprends rien, c'est pour ça qu'on me demande d'animer, moi c'est juste pour essayer de m'étonner de choses techniques. Vindicien et Félix m'ont demandé de vous emmener dans une montgolfière en moins de 10 minutes, juste pour à un moment donné se dire, voilà, on est en septembre 2025, comment on remet une activité comme celle de Javelot, comment on remet les questions agricoles et alimentaires dans un cadre global, puisque vous le savez, il n'y a pas de planète B. Donc regardons l'état de la planète A, et la planète A, elle est embarquée dans un 21e siècle que j'ai qualifié il y a quelques années d'Everest, en ce sens où nous devons faire en sorte que dans le dernier tiers de ce siècle, il y ait de l'oxygène pour toujours avoir de la vie et des personnes joyeuse, heureuse, en bonne santé sur cette planète. Beaucoup d'entre vous allez connaître la fin de ce siècle, le dernier tiers. Vindicien et moi, on est nés au siècle dernier, on peut être un peu candidat à vivre sur 3 siècles, mais je pense que ce sera quand même un peu difficile. Mais nous avons un siècle où des défis inédits sont à relever. D'abord, je vous rappelle qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur cette planète. On va passer la barre des 8 milliards, on va aller taper 10 milliards d'habitants, voire 11, dans la décennie 2070. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes sur cette planète et toutes ces personnes naissent avec les mêmes besoins, dont la nécessité d'avoir de la nourriture, parce que sans nourriture, même en 2025, où tout va vite, tout va trop vite, ben, devoir manger est absolument nécessaire. Donc on a une demande de sécurité et on doit embarquer. En fait, sur cet Everest, sur cette première voie de la sécurité, on doit embarquer un monde qui n'a jamais été aussi nombreux, jamais autant exigeant. Et nous avons une deuxième voie à emprunter. Il faut prendre la première, mais il faut aussi prendre la deuxième, et il faut prendre une troisième dont je vais vous parler, ce qui fait qu'on a un Everest immense, avec pas seulement un passage. La deuxième voie, c'est celle de la soutenabilité, très connue en Europe, très commentée en France. On doit décarboner, il faut aller beaucoup plus vite que ce que nous faisons actuellement, même si nous avons fait des progrès dans certaines régions, dont l'Europe et la France, il faut le souligner. Mais cette décarbonation, nous devons la faire, et c'est un peu ça l'Everest, c'est-à-dire qu'on doit à la fois avoir une augmentation et une croissance de la sécurité humaine d'un côté, qu'on n'a jamais faite avec une telle intensité dans l'histoire, et en même temps, nous devons faire aussi quelque chose d'inédit, c'est-à-dire mettre plus de gens dans la sécurité et décarboner, et donc avoir une décroissance d'émissions carbone, sortir du pétrole, donc retrouver beaucoup d'agricole, parce que l'agricole a toujours été la matière première, l'activité principale pour fournir de la biomasse. Et pour faire simple, pour les plus jeunes d'entre vous, qui n'auraient pas fait histoire de manière assidue au collège-lycée, ni après le bac, ben je vous rappelle que le pétrole, pendant 150 ans, il n'a pas juste fait la pluie et le beau temps dans les relations internationales. En fait, il a tué le temps, il a permis de faire tout beaucoup plus vite, il a tué l'effort, on a permis, grâce au pétrole, de faire plus simplement, et il a tué les coûts. Et donc, on a eu plein de productions qui ont coûté moins cher, et c'est vrai que c'est dur de sortir du tout pétrole, parce que ça veut dire, dans le monde de demain, un temps plus long pour faire des choses, un coût plus élevé pour produire certaines choses, et un peu plus de travail pour pouvoir développer ce qu'on souhaite créer. La troisième grande voie qu'il faut emprunter, c'est celle de la santé, parce que personne ne veut continuer à être dans les standards d'aujourd'hui, et donc le standard de demain, c'est l'espérance de vie à augmenter en bonne santé. Et comme on sait qu'aujourd'hui, vous avez une grande partie du monde qui, à 65 ans, démarre le dernier tiers de son existence, le but, c'est de faire en sorte que l'espérance de vie en bonne santé soit la meilleure possible. L'alimentation y contribue fortement. Moi, je dis toujours aux plus jeunes ou aux plus anciens, mais à tout le monde, et donc je me répète ce soir, il faut toujours répéter des messages partout où vous passez. Mettez pas plein d'argent dans une assurance vie à la banque, mettez tout votre pognon dans votre microbiote. C'est votre meilleure assurance vie. Et donc la question de la santé dans ce siècle, c'est pas celle de devenir immortel, les délires transhumanistes n'appartiendront qu'à quelques-uns, mais tuer la mort n'est pas pour demain. Par contre, augmenter l'espérance de vie en bonne santé, c'est aujourd'hui une course qui est lancée, une envie. Sécurité, soutenabilité, santé, il y a un Everest.
on doit monter. On est sur 3 chemins à mener et il faut pouvoir faire la descente de l'Everest à la fin de ce siècle avec beaucoup d'oxygène, comme l'Everest. C'est-à-dire que l'épreuve est difficile et au sommet, vous avez 1/3 d'oxygène par rapport au niveau de l'oxygène que vous trouvez à Tourcoing dans cette salle. Et donc, quand vous êtes dans les sommets, en fait, c'est compliqué, il faut rester lucide. Il faut savoir redescendre et dans l'Everest, la montagne, les risques d'accident sont multipliés par 100 000 par rapport à l'ascension. Donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce 21e siècle, il est le siècle des vertiges, mais c'est aussi un siècle d'opportunités, d'aventures formidables à mener. Le deuxième point que je voulais vous mentionner, pour rester un peu dans ma catégorie montgolfière et regarder la planète, je vous ai dit, pas de planète B, ni pour le climat, ni pour la sécurité, ni pour la santé, mais il n'y a pas de planète B non plus pour la géopolitique. Donc quand la géopolitique internationale s'emballe, ça a des ramifications partout sur la planète aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le temps géopolitique des hippopotames. Les hippopotames, en fait, depuis 2020, c'est la caractéristique d'un monde où, grosso modo, la doxa dominante, c'est ce qui est à nous, ce qui est à vous est négociable. Et donc, à l'image de l'hippopotame, on est d'abord féroce. On a une dureté des relations internationales qui s'amplifie, des relations intersociales aussi, qui, en parallèle des relations internationales, sont en train de devenir plus exacerbées, plus tendues, plus polarisées. Donc on a une dureté aujourd'hui des relations internationales et l'hippopotame est un animal très violent, qui après le moustique, dans une autre catégorie de surcharge pondérale, est l'animal le plus meurtrier de la planète. Et quand vous regardez quelques documentaires animaliers comme moi la nuit parce que vous ne savez pas dormir, vous pouvez constater que l'hippopotame chasse toujours le lion ou que sais-je dans la savane. On est dans un monde d'hippopotames parce que deuxième caractéristique de cet animal fort sympathique dans nos livres de jeunesse, c'est que l'hippopotame, il est véloce. Il court très vite. Il fait 3000 à 5000 kilos, mais il court plus vite qu'Usain Bolt quand il y a la dalle. Alors c'est un herbivore qui n'hésite pas à être carnivore quand il a faim, quand il veut quelque chose, quand il est énervé. Il est capable de sprinter à 50 à 60 km/h. Usain Bolt, je vous rappelle, 200 mètres records mondiaux il y a 15 ans, c'est 40-42. Donc si vous voulez, si un jour vous vous retrouvez à côté d'un hippopotame, qu'éventuellement il a un peu faim, n'essayez pas d'envoyer un message à Félix et Vindicien pour dire que vous quittez la barque, vous n'aurez pas le temps. Et on est dans un monde où tout va très vite, tout va trop vite, parfois on est submergé par des transformations parce qu'on ne sait plus distinguer le structurel de l'émotionnel du conjoncturel, et donc il y a une espèce d'emballement de cette transformation mondiale, et avec une troisième caractéristique de l'hippopotame qui est terrible, c'est qu'il est polygame. Et on a une polygamie stratégique aujourd'hui dans le monde où les États, où les acteurs, les entreprises parfois, les individus, tout est jetable, tout est éphémère, tout est transactionnel, tout est négociable, il n'y a pas d'alliance durable, il n'y a pas de constance dans l'attachement, etc. Et nous avons du coup des choses qui nous perturbent, nous, vu d'Europe, vu de France, par rapport à ce monde polygamique qui est en train de prendre vraiment de la place sur la planète. Ça nous a fait un troisième atterrissage, pour que depuis la montgolfière on observe la situation. Si on s'arrête un instant, vu d'en haut, sur le confetti européen et le petit point France sur une planète, où nous en sommes en fait en 2025. Moi je crois qu'il faut avoir conscience et la lucidité de bien avoir en tête que les 30 glorieuses sont vraiment très loin et qu'on est rentré depuis quelques années dans les 30 laborieuses. Après les 30 glandeuses qui ont été en gros le cycle entre 90 et 2020, où évidemment, non pas que nous n'avons rien fait, mais nous avons demandé au monde de bosser pour nous dans plein de secteurs, nous avons désindustrialisé, nous avons délocalisé des déchets, et nous avons créé tout doucement une société très tertiarisée, une société très tournée vers les loisirs, voire l'oisiveté, et donc on s'est mis à fabriquer beaucoup d'activités qui n'étaient pas forcément tournées vers le productif, ni sur la sécurité, pas forcément sur la soutenabilité, on en parlait beaucoup, mais on n'a pas forcément développé les choses qu'on avait eu comme bonne intuition, idée ici, et on voit une Chine aujourd'hui qui caracole en tête dans certains domaines en la matière. Et donc on a une Europe qui va devoir comprendre qu'elle est rentrée dans les 30 laborieuses, et dans cette situation, il faut prendre conscience qu'on est à un carrefour. Je ne veux pas être marchand de peur, c'est pas mon job. Par contre, je fais un job qui peut consister le soir à être plus pessimiste que le matin. Après, je suis très optimiste et mon optimisme, il repose sur une formule depuis quelques années que j'aime mettre toujours aussi sur la table, qui est l'ardeur joyeuse. L'enthousiasme, c'est l'énergie qui est votre carburant principal.
c'est renouvelable, et en plus ça se diffuse très bien d'un individu à l'autre. Par contre, le côté ardeur, en fait, il va falloir sacrément le retrouver dans la dynamique européenne et française. Et là, je voudrais juste qu'on évite soit le scénario du Titanic en Europe et en France, parce qu'on connaît tous la fin de l'histoire, soit qu'on refuse de se lancer dans un toboggan qui consisterait à dire « Écoutez, pour sûr, tout va être en pente descendante dans les prochaines années », et je peux vous assurer qu'en termes de motivation individuelle et collective, ça risque de grincer fortement. Donc je pense qu'en fait, il faut juste qu'on accepte de faire un trail. Qu'est-ce que c'est un trail par rapport à une course? C'est un chemin moins linéaire, c'est un chemin plus rocailleux, un parcours beaucoup plus semé d'embûches, mais c'est aussi un parcours beaucoup moins ennuyant. C'est pour ça que c'est à la mode le trail, par rapport à une course. Et nous, Européens, nous devons nous remettre en mouvement, avoir une vision un peu de long terme, comprendre que le monde d'avant n'existe vraiment plus, comprendre que les Européens sont la banlieue du monde, comprendre qu'on a raison sur beaucoup de choses, mais parfois on a raison tout seul. Et nous avons dans ce contexte, et je termine par là, dans cette ardeur joyeuse, deux choses à apprendre de la question agricole et alimentaire, ce qui permettra de venir à la table ronde. La question alimentaire, parce que quand on parle d'agricole, il faut d'abord parler d'alimentation. Parce que sinon, il y a 99% des gens qui ne vous écoutent pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la question alimentaire? Qu'elle est encore universelle, qu'elle est quotidienne, qu'elle franchit tous les années, que c'est encore un des rares bastions du métissage, dans l'assiette, les produits, mais aussi les individus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'alimentation? C'est que c'est un secteur immortel. Il n'y en a pas beaucoup des secteurs immortels. Vous travaillez dans un secteur qui est immortel. Vous seriez dans l'automobile, je serais peut-être moins dans l'ardeur joyeuse ce soir. Et donc, la question alimentaire aujourd'hui, elle a une puissance absolue, elle est fragile, parce que c'est compliqué d'apporter de l'alimentation à autant de personnes sur la planète, surtout qu'on la veut de qualité, on la veut durable, on la veut saine, mais la question alimentaire, elle est encore centrale, et elle raconte plein de belles histoires sur le temps long, et le temps long n'est pas fini. La deuxième chose sur les questions agricoles, je vais le dire très simplement, je crois que tous les hommes naissent égaux, mais je constate au fil de mon parcours ces dernières années que les meilleurs deviennent agriculteurs. C'est un métier extrêmement compliqué. C'est un métier où vous êtes obligé de multiplier les compétences. Vous êtes dans l'adversité à tous les moments, l'imprévu, l'incertitude, l'audace d'entreprendre. Vous devez être attaché à des convictions, attaché à des partenaires, des clients, des consommateurs, des techniciens, des conseillers. Et vous devez faire des alliances, vous devez parfois mutualiser des moyens, vous devez penser des complémentarités. Bref, vous êtes en fait extrêmement dans l'air du temps. Et je crois que la société européenne et française aujourd'hui, qui se pose des questions pour retrouver cette ardeur joyeuse, pourrait beaucoup plus souvent aller sur des zones agricoles, à la rencontre des acteurs et de la chaîne agricole et alimentaire, et découvrir à quel point l'ardeur joyeuse existe malgré tout, et avec encore une logique du tous pour un pour tous, qui me semble être pas forcément la dominante du moment. Voilà ce que je voulais vous dire un peu. Pardon Félix Vindicien, mais vous m'aviez dit Montgolfière, vas-y à fond, t'as une semaine très locale, fais-toi plaisir. Et je le dis tout de suite parce que mon épouse vous en veut beaucoup. C'est mon anniversaire, donc ils m'ont dit tu peux parler toute la soirée, il n'y a pas de problème. La table ronde ce soir. Vindicien vous l'a dit, on a trois invités qui sont avec des profils très différents. Chacun pourra représenter rapidement ce qu'il fait, mais je crois que vraiment ce qu'on a besoin d'entendre de votre part, c'est ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, qu'est-ce qui vous anime en permanence, et tourner autour de ces mutations. En fait, aujourd'hui, on dit que le monde agricole est aussi dans des virages. Alors, les mutations climatiques, il y a le contexte global, il y a des mutations sociologiques, il y a des mutations techniques, technologiques. Et donc, on va faire un petit tour avec vous trois, Audrey, Olivier, Ludovic. Merci encore d'être à Tourcoing. Et donc, on va parler des réalités de terrain, non pas de Tourcoing, mais les vôtres, et de ces transformations avec d'abord peut-être les mutations de la filière. Et j'aimerais d'abord, si vous en êtes d'accord, Olivier, m'adresser vers vous, parce que vous dirigez une grande coopérative, Ad Vitam, et vous les voyez, en fait, ces changements profonds dans la filière. Qu'est-ce qui vous frappe le plus ces dernières années, et sur quoi vous voulez mettre l'accent sur ces mutations en cours? Il y a effectivement beaucoup de choses. Bonjour à tous d'abord. Il y a effectivement beaucoup de choses qui évoluent dans la filière. Et
le premier focus qu'il faut avoir, c'est quelle est l'évolution des marchés. Parce que produire sans savoir quels sont les marchés de demain, notamment pour les céréales, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, est fondamental. Et dans les Hauts-de-France, 37% des céréales partent en grand export. 30% restent sur le marché français. Les 33 autres pourcents, c'est quasiment le marché français, puisque c'est le Benelux plus l'Allemagne, c'est-à-dire un marché qui est quasiment domestique comme celui de la France. Et ces trois marchés, ces deux marchés, puisque j'associe quelque part le Benelux, l'Allemagne et la France, sont en train d'évoluer considérablement. Sur la partie française et Benelux, il y a trois cibles principales sur lesquelles nous valorisons sur nos céréales. C'est l'alimentation animale, ou la nutrition animale, le plus gros des marchés. C'est tout ce qui est industrie, donc pour faire simple, les amidonneries. Et puis, le troisième marché, c'est tout ce qui est alimentation humaine avec les meuneries. Ces trois marchés évoluent beaucoup. La nutrition animale, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est quasiment 1 point de moins chaque année. 1 point de moins chaque année. Quand vous projetez sur des cultures, quand vous projetez sur des infrastructures qui ont plus de 15 ans, 20 ans, voire 30 ans, c'est considérable. La nutrition animale, tout simplement parce que le consommateur mange de moins en moins de viande, tout simplement, parce qu'il est en plus de plus en plus difficile d'avoir des autorisations pour exploiter de la production animale, et que du coup ça nous rend moins compétitifs si par exemple il nous venait à l'idée de vouloir exporter dans le monde, on a une compétitivité qu'on a perdue. Donc le débouché de la nutrition animale sur mon marché entre guillemets domestique, qui pèse quand même domestique, c'est-à-dire Benelux plus France, plus de 60%, est en train de baisser. Les autres métiers, que sont l'amidonnerie ou la meunerie, sont en train, eux, de se spécialiser considérablement. Je ne vais pas demain produire, parce que ces technologies évoluent très vite, les notions de rendement sont considérables aussi sur ces industries. Sur une amidonnerie, je ne vais pas demain produire ce que je faisais avant, le même blé pour faire, je vous fais très simple, du carton ou du papier, ou pour faire des épaississants en nutrition animale. Donc on va arriver de plus en plus, et on s'en sortira de plus en plus, si on est capable d'avoir des segmentations les plus précises possibles qui vont correspondre aux évolutions des marchés. En clair, je suis en train de vous dire que ça sera de plus en plus compliqué d'imaginer une bonne variété de blé qui pourrait servir à tous les marchés. Et sur les meuneries, c'est pareil. Regardez les multiplications des pains dans une boulangerie. Il y a encore 20 ou 30 ans, tu avais le pain de 2 et la baguette. Je fais très simple. J'exagère peut-être pas un peu plus longtemps, mais maintenant, il y a une multitude de pains qui n'ont pas donc du tout les mêmes farines et donc demain, pas tout à fait non plus les mêmes blés. Donc on va vers des segmentations qui sont différentes, vers des infrastructures en silo, et on y reviendra tout à l'heure aussi, qui sont très très importantes. Donc nos marchés sont en train d'évoluer. Et notre production est aussi en train d'évoluer. Parce que les exploitations sont en train de se concentrer. Je ne suis pas inquiet dans le nord de la France sur le renouvellement des exploitations, parce que quelque part, il y a de la concentration, il n'y a pas de perte de production en soi. Par contre, on a en face de nous de plus en plus des entrepreneurs ou des gens qui pilotent de plus haut, mais aussi avec une perte de savoir-faire, une perte et des dimensions nouvelles telles que le management qui s'opèrent. Et ça, c'est des enjeux qui impactent quelque part certaines productions. La volatilité des cours et la polyvalence des nouvelles cultures, c'est aussi quelque chose de considérable. Il y a eu 3 années, et je parle du Nord parce que ça nous concerne là, 3 années de cours sur la pomme de terre, des appels d'air, d'un marché très porteur. Beaucoup d'agriculteurs se sont dit, bon, il y a une vraie valorisation sur la pomme de terre. Certains même ont investi dans des locaux pour stocker la pomme de terre parce que la valeur ajoutée est supérieure derrière. Sauf que les cours sont en train de s'écrouler, les usines qui étaient prévues vont peut-être pas se faire, ou peut-être que la production va se transformer ailleurs que dans les Hauts-de-France. Et donc, quelque part, cette production-là, ça a pris 12% des surfaces de blé l'année dernière. On en a regagné 5 parce que quelque part le cours est en train de venir, et je vois là qu'effectivement, en termes de semences, on a plus de production. Mais la volatilité, l'arrivée de nouvelles cultures industrielles, de maraîchage aussi, font évoluer quelque part cette production de manière plus importante parce que les exploitations sont plus grosses et donc quelque part les équilibres sont de plus en plus importants. Il y a bien évidemment, on en a parlé aussi, et je terminerai par là, l'arrivée du réglementaire aussi qui est considérable. On a en l'espace de 5 ans quasiment 90 molécules qui ont disparu, qui nous permettaient d'avoir des rendements, d'avoir une qualité
qui était correcte. Or, nos concurrents, eux, continuent d'avancer. Même si les progrès génétiques sont réels, ces progrès génétiques, en termes de rendement, sont freinés parce que le phytosanitaire, le soin apporté aux cultures, lui, ne permet plus d'avancer aussi vite. Donc on est en train de perdre en compétitivité aussi sur ces ailes-là. C'est pour ça qu'il faut se spécialiser, à mon avis, de plus en plus pour répondre de plus en plus au marché. Et puis il y a le climat, évidemment, on récolte un mois avant, mais au-delà du fait de récolter un mois avant, on a des fenêtres météo avec des surfaces qui sont de plus en plus grandes, qui sont de plus en plus précises. Il faut avoir le bon outil pour récolter vite, au bon moment. Et il y a une finesse dans ce métier qui est en train d'évoluer considérablement. Donc on va rentrer dans un métier qui va être de plus en plus technique pour aller chercher la valeur ajoutée qu'on n'aura plus avec une seule et bonne variété. Merci Olivier, on reviendra du coup en conséquence sur le rôle aussi des outils numériques pour pouvoir gérer cette complexité. Ils sont hélas fondamentaux. On va traiter ce point, mais on voit bien que finalement la problématique agricole et le métier évoluent. Mais c'est aussi tous les métiers et toutes les activités de la pré-récolte qui se transforment rapidement. Vous les avez succinctement décrits. Audrey, je me tourne vers vous parce que Olivier nous dit en gros il y a une transformation presque structurelle. C'est-à-dire c'est pas juste un moment comme ça dans lequel on est dans une bascule profonde. Vous avez beaucoup regardé l'impact social là, de ces évolutions ces dernières années, comment en fait toutes ces transformations structurelles bouleversaient un peu le cadre et les références des acteurs agricoles, que ce soit l'économique, le climatique, le sociétal, les attentes de consommateurs. Quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Vous partagez aussi ce constat d'une bascule finalement très profonde? Bonsoir à tous. Donc effectivement, avec Hectare, on s'est beaucoup intéressé à cette nouvelle donne sociale. Je partage l'ardeur joyeuse, mais il va falloir composer avec des chemins un peu différents parce qu'on est passé dans notre pays d'une ferme qui était un mode de vie structuré souvent autour du noyau familial à un moment où la moitié des agriculteurs partent à la retraite. Et aujourd'hui, j'aime bien donner ce chiffre-là. Quand je regarde la quantité de travail fourni dans les fermes, il n'y a plus que 7% de main-d'œuvre familiale. Donc on assiste à quoi? À une grande consolidation, je crois que je partage le point, qui ne se traduit pas comme on l'imagine souvent par le grand soir de la consolidation foncière, mais plutôt par des pôles d'organisation de territoire, structurés souvent autour d'agri-entrepreneurs, je vais les appeler comme ça, qui, parce qu'ils veulent maîtriser leur structure de coûts, vont opérer plusieurs fermes. Si je prends typiquement les fermes céréalières, parce qu'on est effectivement ici un peu plus sur les céréales ce soir, j'ai une ferme sur 10 céréalières en France qui est totalement déléguée. C'est-à-dire qui n'opère pas elle-même ces opérations. Et nous, on a tout un mouvement chez Hectare d'enfants d'agriculteurs qui viennent nous voir en disant « je garde le patrimoine foncier, je suis à une première partie de ma vie, je ne sais pas, dans des moments de succession, si je vais reprendre tout de suite ou pas », qui pensent en carrière et non plus en installation, et qui se disent finalement le système du fermage longue durée, je n'en ai pas envie, et je vais donc déléguer pendant 1, 2, 3 ans mes opérations parce que je suis en maîtrise de mes coûts, je raisonne en EBE et non plus en rendement. Ce qui amène une structuration autour des parcs matériels, on l'a vu, à la fois des marchés de commodités où il faut être très compétitif, très bon, et donc écraser ses coûts, être beaucoup plus léger au niveau de ses investissements quand on est agriculteur. Je le disais tout à l'heure sur des études qu'on a menées sur une ferme céréalière. Votre parc matériel, c'est entre 25-30% de vos coûts opérationnels, donc c'est lourd. On est dans une industrie à capitaux lourds dans nos fermes, il faut le rappeler. Donc pour être agile, beaucoup de délégations et de sous-traitance, c'est en train de se faire. On a beaucoup parlé de la concurrence des filières alimentaires, nutrition animale. Je pose 2 autres regards à porter. Des cultures énergétiques, aujourd'hui qui arrivent. On parle de la biomasse. Décarboner des fermes peut se faire aussi par des cultures à vocation énergétique qui sont réglementées, mais qui peuvent aussi être une valeur ajoutée aujourd'hui, voire des acteurs de la cosmétique et de la beauté qui sont aussi sur des cultures, quelquefois, à plus forte valeur ajoutée et moins sous tension économique. Donc cette mutation, elle est là. Et d'un autre côté, on va arriver des nouveaux entrants. D'ailleurs, je le dis souvent en souriant, nous sommes le seul secteur qui nommons ceux qui n'en sont pas, les fameux NIMA. Alors moi, je ne connais pas les non-issus du milieu du bâtiment. Nous, on a des non-issus du milieu agricole, comme s'il y a un regard sociologique à porter pour ceux qui voudraient entreprendre et qui, eux, veulent reprendre ces métiers-là sur une dimension très entrepreneuriale, mais qui se retrouvent face à 2 choses. Un mur de financement. Quand vous êtes nouvel entrant, que vous voulez avoir votre foncier, opérer vous-même et avoir du confort de vie, donc être sur des modèles de salariat,
Il faut beaucoup se diversifier et donc vous avez un vrai besoin d'accompagnement de ces nouveaux entrants, soit par de la contractualisation avec l'aval, soit par des filières à haute valeur ajoutée parce que, je le rappelle encore, hein, un mode de vie, une famille qui compte pas ses heures, face à un nouvel entrant qui est en modèle salariat ou en délégation, il va tout payer. Et donc, on a un petit mur de financement. Donc, dans la ardeur joyeuse, je fais quand même un appel à des nouveaux modèles de financement, des prises de participation, quelquefois des industriels qui commencent à regarder comment on peut structurer l'accompagnement différent. Donc, moi, je suis très optimiste, mais ça bouleverse un peu les cartes. Ça bouleverse aussi les rapports dans la chaîne de valeur. Demain, quel est l'interlocuteur d'une coopérative ? Je ne me bride pas aujourd'hui. Moi, je travaille avec des opérateurs qui sont des agrégateurs de 6-7 000 hectares de céréales consolidées parce qu'ils opèrent des tailles critiques et demain vont être des apporteurs d'affaires. Donc, on a des relations entre l'amont, les coopératives et les industries qui sont en train d'être changées. On verra peut-être dans un second temps comment le numérique peut accompagner ça. Mais c'est vrai que quand on parle du mot agriculteur, moi, je suis plus très confortable avec ce mot-là. Agri-entrepreneur, chef d'entreprise, me semble plus adapté. Merci Audrey. Je me tourne vers Ludovic, on reviendra. Hein, et si vous avez des questions, vous inquiétez pas, tout le monde est là ce soir. Ludovic, déjà vous avez fait du chemin pour venir ici, merci. Vous travaillez au sein de la coopérative Dijon Céréales, vous êtes chef de silo. Juste pour les gens dans la salle qui ne sont pas du tout du secteur, c'est quoi un silo et ça veut dire quoi d'être chef de silo avant que je vous demande deux, trois choses derrière? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation déjà. Oui, moi je suis chef de silo pour Dijon Céréales à Nuit-Saint-Georges. Et il n'y a pas que du vin. Nous avons une belle plaine céréalière. Chef de silo, je suis garant de la moisson, de la réception des agriculteurs, tout ce qu'ils nous livrent chez eux, de chez eux, pardon. Donc on doit réceptionner, peser, analyser. Et puis mettre dans nos grandes tours de béton leurs grains. Alors, si je fais celui qui ne comprend rien, ça veut dire qu'en gros, vous travaillez quelques jours dans l'année, le reste de l'année, vous faites quoi? Le reste de l'année, on surveille nos céréales. Effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on est là juste pour les moissons, le mois de juillet, et après, on ne fait plus rien. Non, c'est pas le cas. Alors justement, venons-en. Vous, dans votre métier, ce qui a été décrit précédemment, c'est-à-dire à la fois des transformations sur l'activité agricole. Audrey nous a parlé aussi finalement de relations sur l'ensemble de la filière qui évoluait parce que les acteurs eux-mêmes se transformaient. Les acteurs sont plus forcément les mêmes. Il y a des nouveaux acteurs. Il y a des acteurs qui ont changé complètement de comportement. Vous, par rapport à toutes ces mutations, comment vous gérez en fait votre métier en sentant d'un côté des sujets de compétitivité différentes à aller chercher dans les coopératives par exemple, mais en même temps des attentes sociétales et des agriculteurs, des consommateurs, tout ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui fait bouger votre métier ces derniers temps? Si vous voulez, nous on est tenus beaucoup par les agriculteurs et par la météo. Nos journées en moisson, c'est des grandes journées de réception. On doit être compétitif parce que nous devons rentrer des grands volumes de céréales, souvent dans des laps de temps très courts. On doit être capable de peser nos bennes, de les analyser. C'est là que justement les nouvelles attentes sociétales arrivent. C'est que avant on faisait le poids spécifique, on faisait les protéines des céréales. Maintenant, on nous demande d'être capable de faire de l'Adberg, des puretés variétales, contrôler les allergènes. Donc toutes ces choses-là sont complètement nouvelles et c'est vrai que les outils numériques en partie nous aident pour pouvoir analyser toutes ces nouvelles caractéristiques. Je reviendrai sur le numérique pour un métier comme le vôtre. Je voudrais juste un instant rester avec vous sur justement ce métier qui se transforme parce que si je comprends bien, en fait votre métier de base est toujours là. Il a été de plus en plus élargi à de nouvelles fonctions, de nouvelles attentes parce qu'il fallait de nouvelles vigilances, d'autres contrôles, etc. Comment vous expliquez que c'est un métier, chef de silo, qui n'est pas forcément plus connu, je ne dis pas plus valorisé, je dis déjà juste plus connu. Et quand vous parlez de votre métier aujourd'hui, le sens de votre métier, ce qui vous motive en permanence, vous faites ça depuis combien d'années par exemple? Bientôt 30 ans. D'accord, donc vous avez un peu de vision dans le rétroviseur, si je peux me permettre. Ça a été quoi pour vous le moteur principal pour faire ce métier, encore une fois, qui n'est pas très connu,
mais dont on comprend qu'il est absolument déterminant, parce que sans vous, en fait, on pourrait manger beaucoup de choses qui ne seraient pas propres finalement à la consommation, et sans vous, les agriculteurs ne peuvent pas valoriser leur production. Alors la première chose, c'est l'amour du monde agricole. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes oncles le sont, mes cousins le sont. On est une grande famille de céréaliers et des laitiers. Ce que disait Audrey, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'installer. Et mon oncle était chef de silo à Dijon Céréales. Un jour, on m'a dit, Dijon Céréales cherche des chefs de silo, est-ce que tu veux pas venir? Donc voilà. Et aujourd'hui, le métier a beaucoup changé. Avant, des exemples, lorsqu'on voulait connaître la capacité d'une cellule, de ce qu'on avait dans le grain, on prenait une lampe, on la descendait à la corde et on comptait le nombre de mètres qu'on avait de vide et on faisait des calculs en croix pour connaître, savoir ce qu'on avait. Au jour d'aujourd'hui, les outils numériques nous aident à la gestion, nos stocks. Et aussi, le numérique, bien sûr, nous aide beaucoup. Oui, c'est-à-dire que l'ardeur joyeuse d'aujourd'hui, elle est quand même sympathique par rapport à celle d'avant. Tout à fait. D'accord. Vous dites quoi aux jeunes que vous croisez parfois et qui se disent moi ce métier ça m'intéresse parce qu'en fait je comprends qu'il est très technique, très moderne, très central dans l'équation sécurité alimentaire. Puis il y a des jeunes en fait, comme Audrey disait, qui ont envie de s'investir dans le monde agricole mais qui ne sont pas forcément appelés à être des agricultrices, des agriculteurs, mais qui méconnaissent encore beaucoup ce métier. Vous les attirez comment ? C'est très compliqué. Il est vrai que quand vous allez à la banque puis vous dites vous êtes chef de silo, vous êtes quoi? Alors, par contre, on connaît l'entreprise. Dijon Céréales est connue au niveau de la Côte d'Or. C'est très 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 compliqué d'attirer des jeunes. Déjà et d'un, il n'y a pas de formation. C'est un métier qui se fait sur l'oralité. On apprend par les anciens. On n'a pas de formation, il n'y a pas d'école. Et je connais très peu d'enfants qui se lèvent le matin qui disent papa, je veux être chef de silo. Pompier, oui. Chef de silo, non. Et ça arrive, ce sont des jeunes un peu qui cherchent du travail, qui voient un moment qui viennent saisonniers. J'ai des jeunes qui ont été saisonniers, qui cherchaient du travail, qu'on a gardé. Mais c'est très compliqué d'attirer du monde. Je reviendrai vers vous avec le digital évidemment, mais je voudrais entendre Audrey sur cette question-là justement de comment on attire des. Alors, en fait, on ne se vous voit pas, on va arrêter de se vous voyer pour rien. Tu as évoqué les non-issus du monde agricole et à juste titre pour souligner à quel point il y avait presque une ambiguïté cultivée dans cette formule, mais comment on fait aujourd'hui pour dire à des jeunes, oui, le secteur agricole, c'est pas que l'agriculture stricto sensu, il y a plein de métiers, il y a plein de maillons dans cette grande chaîne, il y a des métiers méconnus. Comment tu fais, toi, avec Hectare? Parce que tu as quand même pas mal su attirer des talents qui n'avaient rien à voir avec le secteur. Je l'ai fait, quand je vois la salle en face de moi, ce qu'a fait aussi Javelot, je me dis que je ne peux être qu'optimiste en voyant autant de jeunes travailler pour cette entreprise. Donc là-dessus, il y a un travail collectif de chacun. Je le fais, d'autres entreprises le font, donc j'ai l'humilité de dire qu'on doit jouer collectif là-dessus. Et je me suis jamais expliqué, c'est ce qui a été le déclencheur pour moi de fonder Hectare, comment quand on a un salon de l'agriculture qui fait 700 000 visiteurs, c'est 7 fois plus que Vivatech, et que la tech a réussi à dire venez travailler dans la Startup Nation, c'est formidable, alors que pour avoir eu un incubateur de start-up, il y a aussi des boîtes qui ne réussissent pas. Et pour autant, on n'y arrive pas dans le monde agricole. Donc je crois qu'il y a un travail collectif sur l'image, sur les mots dont on a dit, et sur les compétences, comme tu l'as dit en introduction. C'est un métier formidablement entrepreneurial, avec des compétences du champ jusqu'au silo qui sont très modernes. Donc ça, c'est un travail de toutes les entreprises de réinspirer ça. Je pense que dans nos formations, on manque encore d'acuité sur le management. Je le dis souvent aujourd'hui, attirer dans nos entreprises, dans nos coopératives, dans nos territoires, il y a quand même des formations sur qu'est-ce qu'on offre. Aujourd'hui, on va arriver sur un marché de l'emploi où 30% des candidats vont venir de la génération Z. Donc, je vais être très, très vieille ce soir, c'est né après 95. Aujourd'hui, les attentes de cette génération ne sont même pas les miennes. Le rapport à l'engagement vis-à-vis des entreprises est très différent. Et donc, je pense, dans ce que j'ai bien aimé et ce qui me touche beaucoup avec l'IA et le digital, c'est qu'on a des moments intergénérationnels dans les entreprises où on ne doit pas perdre un patrimoine intellectuel.
Moi, je le fais au niveau des agriculteurs, et ça vient d'être dit à l'instant, nous sommes les métiers de l'oralité. Et aujourd'hui, on a un truc super, c'est les agents conversationnels qui adorent parler. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a un moment où dans toutes les entreprises de territoire, de PME, on doit capitaliser sur ces savoirs-là. Moi, je l'ai fait à taille réelle sur la ferme qu'on a chez Hectare, de passer à la commande vocale, à l'oralité, à capter. J'ai un jeune apprenti qui vient de partir, qui était dans une école d'agronomie. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un audio de 20 minutes pour me dire tout ce que tu as vu et qu'un jeune apprenti qui va venir à ta place demain devrait savoir. On a des outils de la modernité pour capitaliser sur l'observation dans nos champs, l'observation, l'œil de 30 ans d'un chef de silo. Comment on perd pas ce savoir-là? Donc, ce n'est pas une terre qu'un patrimoine foncier. C'est ce que je dis aux agriculteurs modestement qu'on accompagne. Il y a un patrimoine intellectuel à préserver et on doit y arriver. Et donc, je crois que c'est par ces outils, cette chaîne de valeur se positionne attirée et possible. Et on est quand même un énorme pourvoyeur d'emploi. Donc, c'est vrai que, pour terminer, moi, j'accompagne un programme sur le leadership au féminin de femmes agricoles. Nous sommes des chefs d'entreprise de territoire. Travailler le réseau comme l'ont fait les chambres de commerce et d'industrie, se présenter comme une chef d'entreprise du territoire, il n'y a pas une ferme qui est en dessous du 1 million d'euros si j'enlève le maraîchage petite surface. Elles ont toute cette légitimité-là, mais c'est des réseaux qui, historiquement, on a peu travaillé. Je le redis aussi, on avait un historique où beaucoup d'agriculteurs étaient élus locaux, maires, dans des mandats électifs. On a aussi perdu cet ancrage d'influence. Quand on regarde, il y en a de moins en moins. Donc, il faut réinvestir, ouvrir nos fermes, communiquer. Et ça peut se faire des fermes comme des marques. Vous l'avez dit, Dijon Céréales rassure les banques. Je pense que demain, il y a des acteurs majeurs qui réassurent aussi économiquement ça. Donc, moi, je fais une petite part de ce job-là, mais on n'y arrivera pas tout seul, en tout cas. Merci Audrey. Du coup, je me tourne vers un directeur d'une coopérative qui, évidemment, a l'humain et le collectif chevillé au corps. Mais peut-être, Olivier, vous faire réagir là-dessus. Et j'ajoute une petite dimension parfois qu'on oublie dans tout ce débat sur l'attractivité, les métiers, faire venir des gens, des nouvelles compétences. Il y a quand même aussi les ruralités, c'est-à-dire faire venir dans des zones parfois où c'est pas si facile de s'installer. Et où il faut sortir quand même plusieurs arguments pour faire venir des personnes et les convaincre qu'il y a des carrières en fait tout entières à faire dans le secteur agricole, dans toute la chaîne. Et ça se travaille. Alors justement, le métier de chef de silo est directement concerné par cet enjeu-là. Il y a quelque chose d'assez structurel qui se passe chez les chefs de silo. C'est que quelque part, la plupart des silos en France se sont construits il y a environ une quarantaine d'années lors de l'essor quelque part de l'agriculture industrielle. Et c'était il y a 40 ans une époque où on faisait quelque part toute sa vie toute sa carrière quelque part dans son entreprise. Et vous faites 25 ans plus 40 ans de vie de silo, nous arrivons aujourd'hui à un moment où énormément de chefs de silo vont partir en retraite. Et cette connaissance intuitive qu'ils avaient, on va la perdre. Et c'est là tout l'intérêt aussi du digital pour sécuriser les nouveaux chefs de silo qui vont arriver. Et ces nouveaux chefs de silo, on sait très bien qu'ils ne vont pas rester toute leur vie dans la même entreprise. Parce que culturellement, sociétalement, les choses ont évolué. Donc il nous faut promettre à ces chefs de silo une évolution de carrière. Chef de silo, tu as été assez modeste dans la description de ton travail, c'est éminemment technique, avec énormément de capteurs, un travail technique. Il y a aussi un côté managérial important, parce que lorsque la moisson, il faut gérer tous les saisonniers qui arrivent, etc. Et puis il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, une dimension business et de proximité avec des agriculteurs, parce qu'à côté d'un silo, il y a aussi des plateformes d'engrais, des plateformes d'approvisionnement, de soins des plantes, etc. aussi. Donc il y a toute cette dimension-là. Donc nos nouveaux chefs de silo doivent s'appuyer sur un backup digital, et c'est ce que Audrey disait, qui permettent de sécuriser ce savoir-faire, qu'il devra se transmettre de manière beaucoup plus processée, parce qu'au bout de 5 ans, cette personne voudra évoluer. Elle pourra évoluer s'il est plutôt production dans des entreprises de transformation, parce que sa connaissance du blé servira. Donc ce chef de silo, il ira potentiellement chez Roquette, puisqu'on est dans le Nord, ou dans une amidonnerie, notre amidonnerie, ou dans une sucrerie aussi, parce que quelque part, c'est un travail de transformation culturelle qui est important. Mais il pourra aussi évoluer demain, pourquoi pas vers des postes de technico, si cette dimension contact, business, relation agriculteur les intéresse aussi. Donc il y a toute une dimension, on est obligé de prendre en compte cette évolution sociétale et former effectivement nos chefs de silo à une évolution de demain que peut-être il y a 40 ans, ils n'imaginaient pas. Après, la zone rurale, je suis un peu plus nuancé que toi, Sébastien.
il y a quand même certaines populations attachées à une certaine qualité de vie qui aiment cette ruralité. Et là, je trouve que l'exemple que tu donnais était très clair, hein. Il y a un environnement agricole qui prend aux tripes, hein, et si on prépare prendre une exploitation, on est très content de travailler sur un métier connexe à l'agriculture. Et c'est pas tellement ça qui me pose souci, c'est plutôt être capable d'apporter l'évolution que je viens de donner là, en plan de carrière, à un chef de silo, quoi. Merci Olivier. Je reviens vers vous, Ludovic. On a parlé du digital. Avant de vous entendre sur ce que ça a changé concrètement dans votre métier, on veut des exemples précis. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur un autre registre d'abord. Est-ce qu'il y a eu des fois est-ce qu'il y a une anecdote marquante dans votre parcours que vous avez vécu en tant que chef de silo que vous aimeriez partager avec la salle ? Et quelque chose que vous aimez raconter en famille, à des enfants pour qui deviennent chefs de silo ou à d'autres pour les amuser. Que j'ai épousé ma saisonnière. Bon lieu de rencontre. Donc, vous voyez, chef de silo, le silo, lieu de rencontre, magnifique. Vous savez, on avait vraiment préparé de manière précise ce soir les questions et les réponses. Tout est téléphoné, ça va sans dire. Merci en tout cas de cette confession. Je reviens sur le numérique et digital. Bon, on a dit, ça fait 30 ans que vous êtes chef de silo. Vous avez vu le digital débarquer, le smartphone arriver dans la vie personnelle, professionnelle, les data envahir le monde agricole. C'est quoi la grande transformation pour vous en tant que chef de silo et pour la filière même plus largement, ce que vous pouvez nous partager? C'est vrai que l'outil numérique, alors chez nous, il a fait un bond, on va dire, à partir du Covid. C'est vrai que l'arrivée des smartphones, des réunions en Teams, c'est pour beaucoup d'autres métiers, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un vecteur de pouvoir faire des réunions. Je vois Charlotte qui dit oui, je l'ai quand même régulièrement en visio. Après, j'ai donné l'exemple de tout à l'heure de comment on mesurait une cellule avant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, tout est calculé sur l'ordinateur. On a les outils Javelot. Un autre exemple, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je m'occupe de 5 points de collecte, de 5 sites. Tous les matins, il me fallait 1h30 pour faire le tour de ces sites, pour éteindre le ventilateur. Le soir, 1h30 pour aller les rallumer. 3 heures de perdu dans une journée, multiplié par 5 jours, en moyenne 100 km par jour. Pour un bouton. Pour un bouton. Donc une fois le matin, une fois le soir. Voilà. Donc pour éviter, 10 fois, ça fait 50 boutons par semaine. C'est ça, mon calcul est bon? J'essaye de... C'est pas trop les boutons, c'est le temps perdu et les kilomètres passés sur la route pour la bonne conservation du grain. On a eu des outils qui nous ont aidés un peu plus tard, mais qui n'étaient quand même pas non plus encore bien pratiques. Et avec l'arrivée de Javelot, des ventilos Javelot, je commande mes ventilos depuis mon smartphone. Y compris depuis Tourcoing. Ouais, y compris depuis Tourcoing. Je peux tout faire sur le Javelot depuis Tourcoing. Non, mais ils ont développé une application qui est formidable. En plus, on n'a même plus besoin de faire grand-chose. C'est leur système qui choisit le bon moment de la ventilation. Donc une fois qu'on a mis en route, ça se fait automatique. Ça fait 1 mois qu'on ventile. Hormis regarder les températures de temps en temps depuis mon bureau, c'est tout ce qu'on fait. Et ça vous a permis de gagner du temps pour faire quoi alors, par exemple? Gagner du temps, je passe pas sur la route, donc du coup, c'est du temps pour le travail, pour tout ce qu'on doit faire dans un silo. Un silo, on n'est pas là que pour appuyer sur un bouton, monter du grain. On a beaucoup de traçabilité, saisir tous nos nettoyages, toutes ces choses-là. Alors, il n'y a pas que Javelot, hein. On a dans les outils, on a ce qu'on appelle maintenant, nous, on a Inarix. Une application qui permet de reconnaître les variétés. Cet outil-là, on l'a depuis un petit moment. Pour garantir les filières en malterie, on a besoin de 100% de pureté variétale. Avant, on faisait des formations qui étaient ennuyeuses pour reconnaître un grain d'orge d'un autre grain d'orge. Mesurer la baguette, voir si elle était poilue, si elle n'était pas poilue, si l'amande était verte. Là, en 30 secondes, vous prenez 2 photos,
Vous savez, c'est de la variété, si c'est pur, si c'est pas pur. Le numérique nous a aidés on a eu des contraintes, on nous demande des choses en plus, mais on a un outil numérique qui est arrivé, qui nous a permis de solutionner ces choses-là. Et après, il y en existe plein d'autres. On a la GMAO, la gestion de la maintenance assistée, pareil. On rentre, maintenant vous prenez, nos techniciens rentrent les moteurs, les caractéristiques du moteur, le jour où il est en panne, on sait tout de suite ce qu'on a, on n'a pas besoin d'y noter sur un cahier. On sent bien du coup que la complexité, en fait, vous la contrez avec ce type d'outil aussi qui vous permet de vous concentrer, gagner du temps sur d'autres tâches, etc. Il y a un déplacement aussi de la fonction sur ce qui est plus essentiel et ce qui peut être automatisé. Tout à fait. Et historiquement, dans un silo, vous étiez une dizaine. Il y avait des personnes qui étaient là au bureau, il y avait la comptable, le directeur, les agents de silo, beaucoup de choses étaient manuelles. Au jour d'aujourd'hui, dans des très gros sites, vous pouvez être 4 ou 5. Il faut savoir tout faire. On a besoin de choses qui nous permettent de gagner du temps pour pouvoir faire le reste de notre travail. Et Merci. là, le numérique nous aide beaucoup. Merci de ces éléments pour nous dire un mot du digital. Et du coup, je me tourne vers Audrey parce que Hectare, ces derniers mois, a développé des outils avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça peut faire bon ménage avec le bon sens paysan, avec aussi toute l'intelligence humaine dont tu as toi-même parlé ? Je le crois, parce qu'on le voit par cet exemple-là, que c'est un déplacement des compétences plutôt soit sur beaucoup de polyvalence ou des tâches à valeur ajoutée. On a interviewé à peu près 500, même un peu plus, agriculteurs sur leur perception de l'IA, et je pense qu'il faut aussi mettre les attentes au bon niveau. L'IA, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, il y a quand même le souhait que sur chaque ferme, on puisse faire le grand soir de connecter tous nos outils, de la station météo au logiciel de gestion, etc. C'est pas au point, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et c'est peu accessible à l'échelle d'une seule ferme. Ça sera pour moi pas encore mature. En revanche, tout ce qui est, encore une fois, de la relève de l'administratif. Quand je parle d'efficacité opérationnelle, aujourd'hui, la donnée qu'on a, c'est un agriculteur passe 9 heures par semaine sur l'administratif. Aujourd'hui, déléguer la partie administrative, utiliser, sans jargonner, les systèmes d'océarisation qui sont en comptabilité pour nos bons de livraison qui arrivent sur nos fermes, etc., c'est du temps, des euros gagnés qu'on peut remettre dans la valeur agronomique, dans l'observation, dans la polyvalence. Donc je crois qu'on doit déjà, sur l'amont, mettre l'IA au bon niveau. Je reviens sur tous les outils qui sont proposés aujourd'hui. L'enjeu, c'est pas l'IA, c'est la donnée de la collecte primaire. Comment on collecte la donnée pour remplir les logiciels de gestion, pour nourrir l'intelligence. Et là, je crois qu'il y a aujourd'hui, on avait nous travaillé notamment avec la Ferme Digitale ou d'autres organisations sur beaucoup de logiciels qui sont sous-utilisés faute de données de l'agriculteur. Donc là, je crois que partir de l'oralité, c'est une bonne piste, c'est celle qu'on a essayée en tout cas. Et moi, j'y crois beaucoup. Pourquoi on a fait une petite étude sur plus de 2500 startups dans le monde et aujourd'hui, ce qui est vendu est pensé pour le chef d'exploitation. Très peu pour les opérateurs, qu'ils soient salariés ou ETA demain. Je suis désolée, je prends l'exemple de ma ferme et qui est l'exemple d'une ferme sur 10, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous avez un agriculteur voisin qui vient faire certains travaux dans vos champs, il ne va pas se connecter à votre logiciel de gestion parcellaire de votre ferme. Pour autant, vous avez besoin de ce qu'il a semé, le temps qu'il y a passé. D'avoir une remontée d'infos, un message audio dictaphone envoyé par WhatsApp suffit à être retranscrit par des modèles de langage pour nourrir notre logiciel de gestion. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'on investit beaucoup dans la solution chef d'exploitation, mais qu'il faut aussi investir dans le lien opérateur-décideur. Et c'est là-dessus qu'on peut, par l'oralité, nourrir ça. C'est le retour d'expérience qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la donnée primaire peut être facilitée par l'oralité de nos métiers. Merci Audrey. Olivier, pour vous, directeur d'une coopérative comme Advitam, le digital ces dernières années, concrètement ça a été quoi ? Et puis votre regard sur l'intelligence artificielle et ce qui vient d'être dit aussi par Audrey ? Ouais, je vais être focusé marché puisque c'est quelque part un des éléments fondamentaux de notre production. Ça permet justement d'identifier immédiatement, dès l'échantillon, quelles sont les caractéristiques du blé que l'on a. Comment est-ce qu'il faut imaginer le travailler, et puis ça nous fait gagner en réactivité de manière énorme. Je donne un exemple tout concret qui est arrivé qui est à peine caricatural et qui est arrivé il y a un mois environ. Je vous ai parlé que 37% de notre production va au grand export. On est évidemment en concurrence
de plus en plus avec la Russie, avec tous les problèmes géopolitiques que vous connaissez, les difficultés du fait que la Russie finance une partie de sa guerre aussi avec la vente de céréales. Il y a un mois, ils ont connu des problématiques logistiques très très importantes à cause de la guerre. Très vite, parce qu'une des problématiques que l'on a dans notre métier, c'est de pouvoir être capable de dégager sa production de céréales dans l'année, puisqu'une nouvelle récolte arrive l'année suivante. Donc nos 2 200 000 tonnes de céréales, il faut être capable de le dégager très vite. Et dans le grand export, ce sont les Panamax et les bateaux. Or, ce blé que l'on met dans les Panamax, si on veut le vendre très vite, doit correspondre à des cahiers des charges qui sont immédiatement demandés par les clients. La Russie ne pouvait pas fournir. Très vite, grâce au digital, on est capable d'appréhender tout de suite quels sont les silos qu'on va utiliser, quel travail du grain on va pouvoir faire et comment on va pouvoir l'acheminer. Donc c'est très très important pour connaître quelque part et appréhender les cahiers des charges de nos clients. On a immédiatement, grâce au digital, ce que l'on a très vite. Et puis ça nous fait gagner en réactivité, qui est malgré tout le nerf de la guerre dans nos métiers. Merci. Je me tourne vers vous 3 questions communes pour terminer ce débat. Vous avez été très vous avez beaucoup insisté quand même sur cette combinaison de l'humain et de l'outil numérique, tous les 3 importants. Pour faire encore grandir davantage Javelot, c'est quoi le conseil que vous voudriez leur donner, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'ici 2030 qui vous semblerait utile? Olivier, d'abord. Là, sur la connaissance il nous apporte quelque part cette data qui nous permet d'aller avancer beaucoup plus vite qu'auparavant. Il y a encore de multitudes de possibilités de data à collecter dans nos silos. Je pense que la notion d'insectes et des choses comme ça, c'est d'aller plus loin sur toutes les datas qu'on peut récupérer pour pouvoir essayer d'anticiper tous les problèmes, parce que le blé dans un silo, ça vit. Et ça peut évoluer dangereusement, de pouvoir anticiper tous les problèmes en amont. Donc là, il y a un travail très très intéressant à faire. Et puis surtout, la gestion des flux de blé après, pour l'acheminer au moindre coût possible, il y a encore de gros problèmes. Mais déjà, il faut aussi que dans nos sociétés, dans nos groupes coopératifs, on ait des systèmes d'information qui se parlent. Or, l'histoire des coopératives est une succession aussi de fusions, d'acquisitions. Et il y a aussi cet enjeu-là que nous devons travailler pour aller aussi vite. Donc, il faut avancer à la même vitesse. Donc, Javelot peut avancer très vite, mais il faut que nous soyons capables aussi d'avancer aussi vite par rapport à nos propres systèmes d'information. Merci Olivier. Audrey? Moi, je me questionne sur des enjeux stratégiques autour du métier de la collecte et du stockage. Rationnellement, c'est des métiers qui sont très tendus en termes d'euro-valeur pour les coopératives, qui fonctionnent encore dans des lieux, on en parlait tout à l'heure, dans des zones très diversifiées. Même si, on parle d'un plan silo, nos silos ont 40 ans d'âge. Donc moi, demain, je me pose la question de qui sera détenteur des silos, pour quelle valeur d'investissement et grâce à ces outils numériques, peut-être que ça va changer aussi la donne. Peut-être que demain, il y aura des acteurs plus internationaux qui pourront décider de réintégrer tout ou partie sur la commodité de la collecte, et que ce n'est plus pour moi un métier qui est le cœur de la rentabilité du modèle coopératif tel qu'il existe. Désolée d'être un peu direct sur ce point-là. Donc ça, c'est des grosses questions majeures. Et aussi, je l'ai vu pour Javelot, dans le développement international, je pense qu'effectivement, nous sommes la première puissance agricole du monde en tant qu'Europe. Tu l'as dit au début, il y a des hippopotames en face et qu'on voit bien que la compétitivité prix de nos chaînes de valeur sur nos fermes céréalières, qui, quand je suis gentille, quand on dit une grande ferme de 200 hectares, elle est plutôt de 1500 aux États-Unis, de 15 000 dans les pays de l'Est. Donc écraser des coûts des métiers de la collecte et du stockage en Europe va être un énorme défi. Merci Audrey. Ludovic, une invitation à l'action d'ici 2030 pour Javelot, d'ici votre retraite à peu près, ou vous voyez chef de silo encore pour 30 ans? Ah non, pas 30 ans. Après, je travaille déjà pas mal avec Javelot pour développer d'autres outils qui sont en cours. J'ai plein d'idées. Je l'ai dit à Mathilde tout à l'heure. J'ai plein d'idées, Mathilde. Mathilde, viens ici. Non, ce qui est agréable avec Javelot, c'est qu'on travaille main dans la main. Ils sont à notre écoute et ils arrivent à développer ce qu'on a envie. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais merci. Et donc, conclusion.
On comprend aussi de votre propos que les acteurs du numérique, y compris dans l'agricole, et peut-être parce qu'ils sont dans l'agricole, n'en oublient pas le dialogue, d'écouter et de répondre à des besoins concrets. Je crois qu'on peut remercier nos trois invités. Ludovic, qui donc n'est pas vigneron, Olivier qui regarde les marchés et en même temps n'oublie pas de voir les réalités territoriales et locales et nous dit que la vie en ruralité est formidable, et Audrey qui nous a dit que la société changeait, que le numérique, il ne fallait pas en avoir peur, et qu'en même temps, il fallait être très concret avant de monter des choses trop complexes, et donc d'écouter encore une fois les gens de terrain, les professionnels, parce qu'il y a beaucoup de bon sens. Merci beaucoup à tous les trois.